Eh bien, bonjour à tous, bonjour aux esprits libres, bonjour Flavie. Bonjour David, comment ça va? Ça va bien, mais l'information internationale qui nous vient est de plus en plus inquiétante dans un monde qui se délite, qui est de plus en plus chaotique, qui va vers la multipolarité. L'information fuse et on essaie de suivre modestement. Je pense que la semaine était moins riche que que la précédente, mais reste tout aussi consistante. Alors, je te propose de commencer par le Venezuela, qui est au cœur de l'actualité outre-Atlantique. Qu'est-ce que Mhm. tu en penses? Alors moi, Combien? le Venezuela, c'était plutôt ton sujet ce soir, parce que oui, je sais qu'il y a un sérieux enjeu au Venezuela entre les États-Unis et la Russie, en fait, en gros, donc ça, voilà. Et qu'il y a un accord stratégique majeur qui s'est signé entre la Russie et enfin, le président russe et le président vénézuélien. C'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que on en a déjà parlé dans une précédente émission, un deal stratégique de coopération économique, militaire et technologique entre la Russie et le Venezuela a été signé, était en cours, et là, il est officiellement signé. On parle de potentiel déploie de bombardiers stratégiques quand même, hein. Donc, on est dans une phase un peu agressive, il faut quand même s'en rendre compte. Et entre le temps, on est au quatrième bateau dit de drogue. Évidemment, dans ce qui est intéressant avec ce sujet, c'est qu'on ne sait pas si les Américains s'amusent à couler des bateaux euh, pour, qui sont vraiment des porteurs de drogue, parce que si j'ai bon souvenir, la majorité de la drogue qui va vers les États-Unis passe par la frontière Mhm. mexicaine. On ne sait pas si c'est vraiment pour diminuer la drogue ou si c'est pour des Hmm. raisons Ça peut être un militaires. Il a prétexte quand même été aussi. dit par de nombreux stratégistes que le président Trump avait le Venezuela Un dans le collimateur. depuis un petit temps. Hmm. On parle aussi, il y a un grand débat dans la région d'une inquiétude de la militarisation des Caraïbes. Qui inquiète un peu tout le monde. Ce qui a été mis en avant par le président cubain, le président vénézuélien et d'autres acteurs de la région, c'est une inquiétude de la nucléarisation par les États-Unis de la région. C'est quand même un terme assez fort. Donc on voit quand même que nous avons peut-être un foyer quand même qui commence à apparaître dans la région, un foyer assez sérieux de tension. Quand tu dis militarisation des Caraïbes, tu veux dire par les États-Unis? Mais ce problème, c'est que ça, c'est la partie adverse aux États-Unis qui le déclarent, qui disent, bon écoutez, Hmm. on est un peu inquiet que les Américains militarisent et nucléarisent les Caraïbes, quoi. Mhm. J'ai lu un petit peu la presse sud-américaine, justement. J'en ai partagé le contenu qui, bon, presse très anti-impérialiste, très anti-américaine, qui s'inquiète de ce genre d'évolution, en fait, hein. D'accord. Bon. On a par exemple un des bateaux qui a été abattu, qu'un autre pays dont un autre pays prétend être propriétaire. J'ai perdu le nom du pays, j'hésite justement. C'est pas la Colombie? Tu m'avais pas parlé de la... Je crois que c'est la Colombie. Voilà, la Colombie, effectivement. Le président colombien a affirmé qu'un des bateaux était en sa possession. En tout cas, c'est assez amusant parce que le droit international semble devenu purement décoratif, de un. Et de deux, une des difficultés, quand même, c'est le deux poids, deux mesures. Euh, tout comme comme pour Israël qui attaque le Qatar, le Liban, bon, sûrement pour Liban certains depuis longtemps. pour d'excellentes raisons, mais on se plaint matin, midi, soir de l'attaque de l'Ukraine par Poutine. On voit que les Américains, en tout cas, ne semblent pas très inquiétés par le droit international Non, et non, faire un non. peu ses petites affaires dans les Caraïbes. Et on voit quand même que, comme je le disais la semaine passée ou précédemment, le marché économique était plutôt repris par les Chinois en Amérique du Sud. Donc la politique de Monroe a fait un grand recul. Et on voit des tentatives militaires et militaristes de la part des Américains de reprendre peut-être un peu la main et le bâton merdeux dans la Ah oui, région. ça doit être un petit peu traumatisant pour eux de voir en effet leur pouvoir en Amérique du Sud s'échapper au profit des Russes, des Chinois. J'aurais tendance à dire, sans certitude absolue, parce que c'est des sujets très difficiles, que les Américains auraient beaucoup de difficultés à voir partir une de leurs chaises gardées. Ce qu'il faut s'inquiéter en tant qu'Européens, c'est que s'ils perdent la mainmise sur l'Amérique du Sud, la pression économique des Américains, pour ne pas dire la ponction
Mmh. financière se fera encore plus dur sur l'Europe. Ça, il faut Oui, voir parce les signes. qu'ils sont encore en train de négocier, des entrées favorables, avec l'Union européenne Oui, pour c'est le ça, pour les marché, hein. entreprises américaines. Non Ouais. seulement ils veulent Mmh. facturer 15% de droits de douane aux entreprises européennes qui vendre sur le territoire américain, mais en Mmh. plus, ils veulent des traitements favorables pour leurs entreprises. On est assez impressionné par Mmh. le déséquilibre de la relation. Ouais. Donc voilà, ça c'est pour. On va wait and OK. see. Il va falloir effectivement patienter pour voir l'évolution de ce point, mais ça me semblait un point important. Je suis content qu'on le fasse en ouverture Ouais. parce que c'est un élément de la carte mondiale à surveiller de près. Alors oui, en termes géopolitiques, donc ce point est là est tout à fait important. En passant un petit peu de l'autre côté, de l'Atlantique, il y a un article du Figaro, comme ça, qui est passé peut-être un peu même inaperçu, mais que je voulais relayer sur, les révoltes, pas les révolutions, les révoltes de la génération Z à travers le monde. Donc l'article, que je vais citer là, donc hein, je me suis absolument appuyée sur cet article complètement, donc je le cite et voilà quoi. L'article s'appelle «Du Népal au Maroc en passant par Madagascar, comment la génération Z a lancé une révolte sans précédent dans le monde entier», hein, signé par Maxime Dubernet. Et c'est vrai, c'est intéressant, pour nos auditeurs et pour toi David et puis pour, nos compagnons de route, puisque c'est une révolte, enfin des révoltes, mais qui ont amené un peu plus que des révoltes, hein. Par exemple au Népal, hein, ils ont quand même renversé le gouvernement. Ce sont des révoltes qui se font beaucoup sur Discord. Sur les groupes Discord. Alors c'est des révoltes, donc de la génération Z, ça veut dire ils sont nés entre 97 et 2012. Alors je resitue à peu près où ça s'est situé. Donc il y a eu, le Népal, on a beaucoup entendu parler. Il y a eu un renversement de gouvernement, donc c'est ce qui a été le plus spectaculaire. Mais il y a aussi, le Maroc, Madagascar, l'Indonésie, Timor oriental, Kenya et en Amérique du Sud, le Pérou. Donc tous les gouvernements étaient plutôt pris de court. En gros, les réformes bon, enfin les ces «jeunes» entre guillemets exigent des réformes dans les secteurs publics, la santé et l'éducation, donc se plaignent de la défaillance des secteurs publics, de l'insécurité économique, du chômage et de la corruption, du népotisme des castes dominantes. À la limite, ils ne sont pas très loin des revendications qu'il peut y avoir aussi en Europe. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je fais des précisions là-dessus, si tu me le permets. Ouais. Premièrement, je voulais parler de Discord comme outil qui est Mmh. utilisé tant par les entreprises que par n'importe quel type d'organisation. D'abord, d'ailleurs, la zone libre a un Discord et nous invitons à venir débattre à l'oral et à l'écrit. Tout en sachant que, par exemple, le tueur de Charlie Kirk avait un Discord sur lequel il s'était penché de ses objectifs. Donc, Mmh. c'est vraiment utilisé par tout le monde, simplement pour faire communauté, pour échanger. C'est un réseau social fonctionnel qui a l'avantage d'être crypté et d'être une messagerie privée. Donc, il n'y a pas de... les messages ne sont pas publics. Ça permet d'avoir des conversations Ouais. un peu moins politiquement correctes et un peu plus profondes. Donc voilà, ça c'est pour l'outil. Deuxièmement, l'article est punchy et salue la génération Z. Les révoltes sont toujours faites par les jeunes, de tout temps. Passer 30 ans, on ne fait pas la révolution, hein, je veux dire, donc je ne saluerai pas Oh! spécialement cette génération-là, même si elle doit avoir des mérites. On va voir ce que ça donne. Mmh. Ça simplement, on remarque en tout cas que le monde est en ébullition et que, probablement parce que l'internet devient de plus en plus prééminent dans la vie des gens et que les gens peuvent, communiquer de façon beaucoup plus directe, beaucoup plus efficace, on remarque que ça prend des formes, dans les pays un peu plus déshérités, des formes très concrètes de prise de Alors pouvoir. Au Népal, c'était aussi, via les VPN. Alors il y a aussi quelque chose que je connaissais pas, c'est le DAO, hein, Organisation autonome décentralisée. Ça, est-ce que tu connais mieux que moi? Parce que, c'est un blockchain et grâce au DAO, elle permet à des dizaines de personnes de se rassembler, de participer à un système de vote où chacun peut donner son avis. Alors, et on précise même que les gouvernements vont finir, par s'en inspirer. Bon ça c'est, Oui, c'est un espoir. ça Après, ça risque d'être le ça cas. reste un fait très minoritaire, hein. Je veux dire, la blockchain, effectivement, permettrait de la démocratie, des contrats et de, de passer en dehors des institutions énormément de liens de ce type. C'est Mmh. certain, on en est encore loin. Soyons lucides, pour ces Oui, ouais. révoltes-là, le Mmh. DAO, c'est purement symbolique.
D'accord. Voilà et non, il y a toutes des codes graphiques et de mèmes qui sont maintenant partagés, et en fait, c'est maintenant, ce sont des mouvements qui sont mondiaux, enfin, avec je dirais des hashtags, toute une sorte de codification, qui est complètement mondiale et avec des particularités nationales. Mais en fait et évidemment, il y a une sorte de contagion aussi mondiale. Ah, c'est intéressant I parce que Ouais. prenons par exemple Charlie Kirk, qui a vu des célébrations. C'est le dernier assassinat qui a fait beaucoup de bruit. C'est pour ça que je prends cet exemple-là. Il a vu des célébrations au Japon, en France, dans de très très nombreux pays, parce que les gens y ont vu une grande injustice. Et le contenu de droite ou de gauche peut traverser les frontières, hein, ça c'est certain. Kirk était écouté de par le monde, comme, comme des youtubeurs de gauche sont écoutés de par le monde, comme Hassan, j'ai oublié son nom de famille. Il y a ce phénomène-là, mais en même temps, l'humanité n'a jamais été aussi fractionnée sur Internet. C'est un des paradoxes. C'est que certes, il y a des cultures communes, mais les fans de telle petite engeance particulière forment une communauté, et cette communauté est parfois plus liée que par ce lien, parfois qui paraît peut-être un peu anodin, que d'autres formes de sociabilisation. Donc il faut se méfier. Pour l'instant, qu'on est plus dans la phase d'ébullition, mais on n'est pas encore dans la phase de cristallisation, où Mmh. des identités d'Internet, où une classe ouvrière numérique se lèvera et prendra le pouvoir. On n'en est pas. Oui, je parle pas forcément d'une classe ouvrière et ça se passera C'est pas un comme ça, parce exemple. que ça, c'est les les anciennes, voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que ça met la puce à l'oreille peut-être d'une façon dont ça pourrait se passer. On est souvent, déçus, enfin même pas dans le sens négatif, mais on est souvent, contredits plutôt plus Disons exactement. que c'est quand même des phénomènes sociaux majeurs. Le fait que maintenant, un adolescent, la plus grande Mmh, partie de sa construction identitaire, elle se fait en ligne. ouais. D'ailleurs, je crois que c'est au Népal, vous me dédirez si je me trompe, que la révolte est arrivée parce qu'ils ont coupé Internet. Oui, c'est exactement ça. C'est suite à une coupure internet. Mmh, Je pense en qu'on effet. arrive à un stade où une grande partie de l'humanité est suffisamment grasse pour se dire que si on lui coupe la nourriture, ça lui fera un petit régime et ça lui fera pas du mal. Mais dans n'importe quelle ville, couper Internet pendant une semaine, vous allez voir les gens devenir très violents. Je suis là. Alors je termine peut-être que sur qu'est-ce qu'il y a d'autre oui, alors, d'autre à dire sur cet article? Il y a ce personnage-là, qui est une tête de mort coiffée d'un chapeau de paille, pardon, qui est issu du personnage, Monkey Luffy. Bon, je viens Ah d'apprendre, hein, je suis non, pas c'est le manga le plus vu au monde. C'est le manga le plus vu au monde. C'est c'est One vrai? Piece. C'est Oui, sacré, c'est One l'œuvre d'Eiichiro Oda. Voilà, je Piece. Oui, voilà. parle de ce que je connais pas, hein. Et Shiro Ouais. Oda, moi Et je suis c'est un peu ça, c'est génération. un peu ce personnage le même, enfin ils ont à la place du personnage, ils ont mis une tête de mort, mais c'est le même chapeau, qui est ce mème, commun En à fait, ce que tous tu ces dois réseaux. savoir, c'est que Monkey D. Luffy combat le gouvernement mondial pour la Mmh. liberté. Mmh mh. Donc en fait, c'est très conspi One Piece. Mmh. Moi, je suis génération Dragon Ball. On fait des Ah, Kamehameha. c'est One Piece, c'est ça One Piece? Parce que pour le coup, One Piece, ça me dit quelque chose. Écoute, je vais t'éduquer sur la question, et on en reparlera. Mais One Piece, c'est un phénomène mondial et c'est un OK, succès inégalé dans l'histoire du dessin animé. Voilà, tout simplement. d'accord. Alors c'est vrai que dans toutes les révoltes qu'on a connues avant, il y avait un mouvement hiérarchique. Là, c'est quand même quelque chose de très flat. Il y a aussi une fluidité, une instantanéité, et alors ce que je trouve intéressant, ce que dit donc Le Figaro, j'invente rien, c'est quand même une rupture anthropologique, hein, une volonté qui marque chez cette génération-là, une volonté de changer les choses, mais pas forcément de prendre le pouvoir. Alors qu'avant, tous les révoltes populaires, il y avait toujours un type charismatique, on a toujours connu ça au XXe siècle, qui finissait par prendre le pouvoir, pour le meilleur ou pour le pire. On Donc c'est verra. la force et la faiblesse du mouvement, hein, qui Je est pense que décentralisé, qui favorise une contagion, je cite Le Figaro, mais qui pénalise aussi la prise de décision. C'était un peu la même faiblesse que pour le mouvement des gilets jaunes. je Cette crains quelque horizontalité, qui faisait sa force et aussi c'est sa c'est et puis sa peut-être le faiblesse ultime, hein, d'ailleurs. c'est peut-être le cas, mais normalement, ce genre de mouvement est toujours récupéré par un pouvoir, Ouais. je veux dire, il sait aussi que le monde est tellement en réorganisation, dans une phase de chaos réorganisateur,
qu'il ne faut pas s'attendre à des cristallisations maintenant, comme je le disais Bah, en précédemment. fait, surtout parce que c'est pas un mouvement si politisé que ça, en fait, dans le sens où ils cherchent à améliorer Mais leur chaque quotidien sans pour autant verser dans l'utopie, mais surtout, c'est pas un programme qui est très politique et ils sont juste, en effet, en colère parce que, oui, bon, bah, ça a souvent été le moteur de révolte politique, hein, l'insécurité économique et le népotisme. Mais, il y a pas une démarche politique comme il pouvait y avoir avant. C'est juste qu'ils veulent vivre mieux. Et alors en Europe, pour terminer, cette génération Z, pour l'instant, c'est plutôt, des revendications éco-anxieuses et ou sur les questions de santé mentale. Donc, pour l'instant, ils sont plutôt dans le ouin-ouin, mais pas trop, dans la revendication, les critiques, qu'ils pourraient d'ailleurs faire au sujet du gouvernement, des gouvernements qu'ils ont, parce qu'il y a aussi le problème de népotisme, de services publics qui se détériorent, face et en même temps une taxation, de plus en plus élevée, ça c'est pour la France et des problèmes économiques et de chômage. Mais enfin pour le moment, sur ce terrain-là et dans ces révoltes numériques-là, il se passe pas grand-chose en Europe. Écoute, en tout cas, les nouvelles Voilà. sociologies et la nouvelle sociologie numérique en particulier réorganisent le monde. On verra ce que ça donne politiquement. Moi, je pense qu'il va falloir un petit peu patienter, mais merci pour cette clé de lecture qui effectivement nous permet de lire les événements différemment. Passons du côté de la Géorgie et des conséquences des récentes élections. Alors juste, oui, quelques mots, à l'est comme ça. C'est très, très compliqué ce qui se passe en Géorgie. Pour l'instant, il faudrait encore une fois, ça peut faire l'objet, d'un morceau d'émission un peu C'est plus très creusé, donc compliqué parce que les noms très sont compliqué. imprononçables. Avec des noms imprononçables, on va juste dire ça. Donc, il y a eu des législatives l'an dernier, qui ont mis d'ailleurs entre parenthèses le processus d'adhésion à l'UE et là, il y a des élections locales qui ont été remportées, par le parti géorgien, donc Rêve géorgien, parti plutôt donc anti-UE, nationaliste, anti-américain, tout ça, sur lequel il y a eu quand même une faible participation et qui a été boycotté par l'opposition. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même des tiraillements, que l'UE est un peu en perte d'attractivité quand même, c'est pas encore ultra un raz-de-marée, mais que bon voilà, que tout ce qui est tentative de régime change et cetera, ça patine un peu. La l'ex-présidente qui est géorgienne mais française, née en France, Zouravashvili ou Zourabichvili, Zourabichvili, je crois, je ne vais pas me tromper, qui est d'ailleurs, par ailleurs, la cousine d'Hélène Carré d'Encausse, parce que c'est vrai que ce nom, je n'avais pas réalisé, le nom était rings a bell, en tout cas pour moi, et donc j'ai été vérifier, donc c'est bien la cousine d'Hélène Carrère d'Encausse, donc et de la mère de l'écrivain Manuel Carrère, qui a longtemps soutenu la Russie et qui, un peu de temps avant sa mort, a déclaré être comme totalement contre l'invasion russe. Hem, donc bon, voilà, ça c'était, aussi intéressant de voir les tergiversations, hein, de toutes ces, personnes qui sont russes d'origine géorgienne et en tout cas cette Zourabichvili présidente n'a aucune tergiversation. Elle est clairement du camp européen et américain, je dirais même, et elle a du mal, en tout cas, à revenir au pouvoir, même si l'Europe, a mis beaucoup de moyens pour que ce soit le cas. De façon différente, mais aussi en République tchèque, la victoire du parti ANO, qui est le parti d'Andrej, Babis, qui a déjà été un milliardaire populiste, on compare à Trump, qui a déjà été au pouvoir entre 2017 et 2021, pourrait donc revenir de nouveau au pouvoir. Il faut savoir que l'actuel président est un ex-général de l'OTAN et que Babis s'oppose à l'armement, de l'Ukraine et à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Là-dessus, on peut aussi rapidement parler donc de juste nommer, enfin, évoquer plus exactement le travail d'Orban, hein, qui paie, justement, en tout cas pour fédérer un peu tous ces mouvements en Europe de l'Est. Le ministre hongrois des Affaires étrangères, Péter Szijjártó, dit que la victoire de Babis, pour lui, est un tournant dans l'histoire de l'Europe de l'Est. Et j'évoque aussi rapidement le fait que Orban s'est opposé à Donald Trump, même si on peut éventuellement croire que Donald Trump est beaucoup moins invasif que les Américains auparavant en Europe de l'Est. Mais en tout cas, Donald Trump lui a demandé de refuser les hydrocarbures russes, ce qu'Orban a refusé. Voilà du côté de l'Est, rapidement.
En tout cas, il faut quand même aussi resituer la Géorgie dans la carte et dans son histoire, sur la carte et dans son histoire. Vu ce qui s'est passé aux alentours, ils sont quand même au milieu, à côté de la Turquie et de la Russie, juste au sud de la Russie, à côté de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan. Ils ont déjà eu une petite incursion militaire russe qui avait été réglée par Sarkozy. On peut comprendre quand même que la Géorgie est un peu consciente qu'on n'a quasi pas d'échange avec eux, sans vouloir être excessif, sauf quand on a des problèmes avec les Russes. Donc je pense que pour un Géorgien, il est difficile de ne pas voir les choses de ne pas avoir l'impression d'être manipulé, vu qu'il est quand même très très loin de l'Union, du cœur de l'Union européenne. Donc voilà, ça c'est quelque chose aussi à considérer. C'est une population qui par les faits, est beaucoup plus lucide que la nôtre sur certains points. Et Parce que puis surtout, elle était au sein de l'URSS. Enfin, pour le coup, c'est un pays de l'Est en tout cas, c'est les anciens satellites soviétiques. oui, en plus. Sinon, un point très bref sur Gaza, effectivement. Dans la négociation entre Israël et la Palestine, Trump a annoncé un succès sur la première vague de négociations. Le Hamas aurait accepté de libérer les otages prochainement. Donc on a une petite évolution sur le conflit. On n'en sait pas plus. Le problème, c'est que quand c'est une déclaration uniquement de Trump, il faut se méfier. Et fait plus comique aussi, quand même, à souligner. On aurait peut-être un vice-roi. On est au bon retour dans les belles années du colonialisme le plus dur. On a Tony Blair qui pourrait peut-être prendre un poste Oui, de ça, c'est beau. gouverneur de la Palestine. Vice-roi des Indes, vice-roi de Gaza, c'est beau. Un Anglais se Ça- retrouve de nouveau à la tête de la région, c'est plutôt comique. Mm. Mais je ne sais pas si c'est tragicomique. Je ne sais pas ce que tu en penses. Excusez-moi, je vais juste arrêter mon téléphone. Au revoir. Si vous vous souvenez de la scène d'un président français qui dit au revoir et qu'on voit marcher comme ça au loin. Faudra me rappeler, on Je est suis à 29 désolée, ça se fait pas, mais sinon, il allait sonner plusieurs fois. Oui, alors pour Gaza, quand même, oui, il y a un plan enfin, c'est plus qu'un, enfin, il y a quand même un plan de retrait de la ligne de Gaza qui a l'air de se mettre en route, hein, alors avec le Qatar qui a fait œuvre de médiation, hein, doit être place centrale, hein, dans ces négociations-là. Alors il y a d'un coup, dans la négociation, c'est la libération des otages, bien sûr. Et puis, et de l'autre côté aussi cette première ligne de retrait, pour les Israéliens qui serait à 5 kilomètres à l'intérieur du pays, sur toute la bande quasiment, sauf 5 kilomètres à peu près au nord, et 1er retrait, 5 kilomètres à l'intérieur du pays, pardon, et deuxième retrait prévu, plus proche de la frontière encore, jusqu'à le retrait total. Faut savoir que Gaza, ça fait juste 50 kilomètres de long, hein, sur la mer. Il y a 60 des bâtiments sont détruits ou endommagés. 86% des surfaces agricoles sont détruites. On notera aussi que les Nations Unies, bien à la traîne, ont juste déclaré être prêts à apporter leur soutien. Donc, ils ne sont plus du tout comme ils ont pu l'être en première ligne. Voilà, en gros, donc ça a l'air pour l'instant d'avancer de façon un peu concrète. Netanyahou a quand même déclaré qu'il n'y aura pas d'État palestinien, donc c'était pas non plus le meilleur départ des négociations. Il faut savoir que bon, si le Hamas se retire, c'est qu'il était de plus en plus impopulaire, hein, puisque la guerre n'en finissait plus et qu'il a aussi, il a plus de popularité, je dirais, en Cisjordanie enfin, selon Georges Malbruno du Figaro, encore, je cite, que dans la bande de Gaza, qui évidemment subit cette guerre depuis le 7 octobre 2023. Le Hamas cède parce qu'il voudrait jouer un rôle politique dans l'après-guerre, et il en va peut-être de sa survie dans cette enclave. Ensuite, il y a la question d'Abbas, hein, de savoir qu'est-ce que sera l'avenir après le Hamas, hein, et qui continue à coopérer avec les services de sécurité israéliens en Cisjordanie contre les activistes du Hamas.
Il y a aussi la question de plusieurs activistes, qui sont emprisonnés en Israël, notamment, le frère ennemi et entre guillemets de Mahmoud Abbas, qui est Marwan Barghouti, qui est peut-être le seul leader, capable d'unifier la scène palestinienne. Ça, il n'est pas question qu'il sorte pour le moment. Et puis, voilà, et pour finir, Malgré nous précise que l'appui arabe au Hamas serait indexé sur sa volonté de désarmer ses combattants, ce que le Qatar et la Turquie suivent de près. Voilà. Très bien, très bien. On suivra ça de près aussi nous-mêmes. Dernier point international, je voulais revenir brièvement sur les évolutions en Angleterre. Oui, alors, excusez-moi. Oui, donc en Angleterre, moi ce que je voulais un petit peu commenter, quelque chose qui a un peu circulé, heu, autour de Tommy Robinson, donc qui est cet ex, pour faire vite, cet ex-hooligan qui a mené, hein, cette manifestation qu'il y a eu à Londres il y a quelques semaines, massive, anti-immigration, et qui est activiste sur ce front depuis plusieurs années, qui a été emprisonné en cellule de haute sécurité pour, entre autres, avoir quand même, publié, et fait circuler cette affaire des grooming gangs pakistanais, hein, qui traînait depuis 15 ans, qui avait été couvert par le procureur de l'époque qui s'appelait Keir Starmer, enfin toute cette sinistre affaire. Et bon, c'est vrai qu'en Angleterre, maintenant, alors en tout cas sur les réseaux, c'est peut-être pas seul c'est un peu difficile de savoir à quel point ça remplit la tête des Anglais, puisque les réseaux, ce sont beaucoup de bulles cognitives. Mais c'est vrai que il y a pas un jour qui se passe sans qu'il y ait des choses un petit peu choquantes qui se passent, comme, les 2 derniers faits divers, par exemple, qui sont assez, symboliques, qui sont, par exemple, le premier, c'est trois hommes qui sont allés manifester devant, un hôtel de migrants parce qu'il y a eu un viol, qui a été commis et qui finalement prennent une peine 3 fois plus lourde que le violeur. Et il y a aussi, une femme en phase de cancer, avancé, qui a vu les policiers débarquer chez elle, tard dans la nuit parce qu'elle avait poussé un post en faveur de Trump, alors que Trump était juste en même temps en train d'être reçu en grande pompe par Starmer. Donc c'est quand même, voilà, il y a quand même des choses d'une absurdité absolument démente qui se passe, au Royaume-Uni. Et voilà, est-ce que la vidéo qui circule sur, de Tommy Robinson, c'est Tommy Robinson qui est en conversation avec une journaliste de France Info, pardon, qui s'appelle Gaëlle Joly, et qui est quand même un monument d'anthologie, hem, des limites du politiquement correct dans le journalisme de service public aujourd'hui, service public ou pas d'ailleurs, mais en l'occurrence, c'est 16 minutes d'entretien où elle doit peut-être dire 4 ou 5 mots sur 16 minutes, où il lui demande plusieurs fois: «Qu'est-ce que ça veut dire être d'extrême droite? Pourquoi je serais d'extrême droite?» Ce à quoi elle est toujours incapable de répondre. Et c'est quand même, Gaëlle Joly, et le seul argument qu'elle trouve à la fin, c'est de dire qu'elle ne maîtrise pas bien la langue, alors qu'elle est quand même correspondante de France Info à Londres. Déjà, 1er point, mais elle maîtrise pas bien la langue, c'est vrai qu'elle parle très mal. Et 2, elle est experte en terrorisme international, et pour elle, la grande menace du terrorisme international, c'est le terrorisme d'extrême droite. Alors ce à quoi, Tommy Robinson lui demande de préciser, quelles sont les actions du terrorisme d'extrême droite en Europe. Un peu de mal. Et puis aussi, il lui demande il lui demande plusieurs choses, mais en gros, il lui demande, si elle a lu le Coran, si elle ce qu'elle connaît de l'islam, et cetera. Elle a pas lu le Coran, elle a pas grand-chose à dire sur l'islam. Alors évidemment, c'est la façon Tommy Robinson, c'est-à-dire qu'il commence très, très fort et c'est pas d'une grande finesse, hein. Est-ce que toutes les cultures sont égales? Alors la culture pakistanaise, le On rapport va aux pas rentrer femmes, dans le aux droits de détail, on l'homme. va pas si les gens peuvent aller voir la vidéo, on va pas leur Ouais, faire ouais. Non, mais ouais, ça commence sur une comparaison des cultures qui est peut-être pas forcément bienvenue, mais je termine. Là où c'est plus embêtant, c'est que, elle n'est pas capable de définir l'extrême droite, et il met en parallèle le fait que, bah, l'extrême droite, c'est ne pas être gentil avec les musulmans. Je pense qu'elle utilise à peu près ces mots-là, mais il lui met en parallèle, enfin, comment dire? Il il lui fait comparer la situation avec si c'était, le christianisme, s'il s'agissait, de la critique du christianisme, et là, elle concède qu'elle ne
pourrait pas qualifier la critique du christianisme d'extrême droite. Donc elle est absolument pas capable d'argumenter quoi que ce soit. C'est impressionnant. Et pour le journaliste français de service public, encore une fois, c'est extrêmement dévastateur. Donc je conseille à nos auditeurs d'aller écouter. C'est sur Twitter, ça circule. Je pense que c'est facile à trouver, ou au moins sur le compte de Bon, en Tom tout cas, Pellegrino. je crois quand même aussi que c'est très tenu le journalisme en France. Il faut être bon chic, bon genre. Il faut qu'il n'y ait rien qui dépasse. On ne faut pas s'étonner. Personne n'a été surpris par les interactions de cette dame, malheureusement. Je crois que si, quand même, justement, parce que ça prend des proportions. Je le décris peut-être pas très bien, mais ça prend des proportions là d'ignorance. Et ce qui était marrant, c'est qu'il y a presque un rapport de séduction entre les deux. Elle a l'air complètement tétanisée, presque un peu fascinée. Lui, il l'appelle ma chérie souvent. Enfin, c'est un drôle d'échange. Mais non, je pense que ce niveau, parce qu'elle ne parle pas. En général, ces journalistes sont assez offensifs pour aller justement traiter les gens, traiter les gens d'extrême droite, c'est pas très français comme phrase, mais tandis que là, c'est lui qui est offensif en fait. Alors lui, il a une réputation d'offensivité, mais elle est totalement désarmée. Je pense que c'est rare de voir des journalistes. Elle est même pas arrogante d'ailleurs, c'est assez étonnant. On a tellement l'habitude de l'arrogance. Bon. Le meilleur pour la fin. Nous parlions d'une journaliste française. Allons parler des méandres de la potentielle fin de régime, en tout cas de la très mauvaise ambiance en France. Allons parler de la dissolution. Une petite news de premier plan, le temps que la vidéo sorte, vous aurez un nouveau Premier ministre. On parle de Borloo. Je pensais que c'était demain soir. C'est vraiment maintenant? C'est demain. C'est dans les 48 Oui, heures. c'est demain. Ah oui, d'accord. Quand la vidéo sort. Oui. Elle sort dans le futur. Parce qu'elle sort demain. J'ai compris, merci. Et donc, voilà, on aura peut-être Jean-Louis Borloo, qui n'a plus été sur le devant de la scène, mais qui est connu pour son plan banlieue de 40 milliards, sous Sarkozy, un avocat d'affaires assez renommé qui attirait les bonnes grâces de Sarkozy. On lui connaît éventuellement des petits problèmes de boisson. Je ne sais pas si c'est fondé, mais la rumeur court dans Paris extrêmement agressivement qu'il a un petit problème de bouteille. On parle de Manuel Valls, ce qui serait plutôt marrant d'avoir le Premier ministre sous Hollande. Et je ne sais pas s'il y a d'autres noms. Et pour l'instant, le président est en retrait et ça se chamaille. On entend une chamaillerie entre le RN et LR. On ne va pas en donner le détail parce que c'est un peu navrant, mais ça fait partie de la négociation politique. Bon, mais en fait, oui, il y a d'autres noms qui sont avancés. Il y a Moscovici, Cazeneuve, Laurent Berger. Et voilà, donc voilà. Est-ce qu'on doit vraiment commenter tout ça? Ou une renomination de Lecornu? Il y a une phrase de Julien Aubert, là, ce soir, qui m'a amusée, c'est visiblement, il existe des macronistes d'opposition, hein, puisque en ce moment, il est plutôt lâché, les rats quittent le navire. Donc voilà, moi je suis assez pas très bonne pour tout ce qui est c'est très politicienne. On n'a pas tous les éléments parce qu'évidemment tout ça, il y a beaucoup j'imagine d'activités d'arrière-chambre. Donc que dire? Plutôt que de toute façon, ça changera rien, qu'il y ait dissolution, ça va reconfigurer à peu près de la même façon, hein. L'Assemblée nationale est ingouvernable, il y a 3 blocs, on n'en sort pas. Et tant qu'il y a pas une vraie reconfiguration politique, on n'en sortira pas, hein, ça va tourner en rond comme ça. Borloo, faut quand même se rappeler ce que c'est le fameux plan banlieue, hein, qui avait été mandaté par Emmanuel Macron et qu'une fois que le travail a été fait et qu'il lui remet son rapport, Emmanuel Macron lui avait répondu: «C'est pas 2 mâles blancs qui vont décider des banlieues». Il faut se souvenir de ce petit passage qui était mignon. Voilà, là-dessus, la gauche veut un Premier ministre de gauche, hein, puis la droite veut un Premier ministre de droite. Et voilà pourquoi l'un aurait... visiblement, la gauche est persuadée que c'est à elle de nommer son Premier ministre. Est-ce qu'il y avait Olivier Faure aussi qui avait l'air d'y croire? Bon, voilà quoi. Et oui, il y a je crois que seule la gauche est en mesure de résoudre la crise, nous dit le député socialiste Delaporte. Bah, voilà, c'est bien d'avoir des convictions. J'ai rien d'autre à dire, moi, personnellement. Ça se chamaille, ça donne un petit peu de hauteur au président qui peut se mettre au-dessus de la mêlée. Donc ça renforce légèrement un président qui quand même
dans un drôle d'état. Donc, honnêtement, qu'en Ouais. pensez Bah, on verra fait, demain. fait plus intéressant, je tenais à rapporter, dans les grandes lignes, l'intervention d'Emmanuel Macron pour les festivités, la journée de l'unité allemande, pour commémorer l'unification. Il a profité pour, en point, appeler une souveraineté européenne pour devenir une puissance autonome, ne plus dépendre des États-Unis, renforcer la défense européenne. Il a souligné son soutien total à l'Ukraine, le soutien total de la France et de l'Union européenne à l'Ukraine face à la Russie, l'importance de maintenir une unité militaire malgré la fatigue du conflit, et la nécessité d'un effort industriel commun pour la production d'armes et de munitions en Europe. Il souligne que l'amitié franco-allemande est un pilier. Il souligne qu'il faudra plus de coopération industrielle, énergétique et militaire. Quand on sait ce qui s'est passé sur le SCAF récemment, où les Allemands ont quand même joué un jeu un petit peu perfide, heureusement qui a été bloqué par Dassault, pour éventuellement piquer un peu les technologies aux Français. Et il parle donc d'une vision européenne, une Europe des projets concrets, énergie, défense, recherche. Et il défend une Europe politique, capable de parler Mais d'une seule voix sur la scène internationale. c'est tellement passionnant que c'est passionnant tout ça. Oui, mais ça Je me suis paraissait assez désolée. important de faire le contraste avec la crise politique intérieure. Et on voit quand même que ce qui porte Emmanuel Macron, ça reste principalement son européisme. Oui, et d'ailleurs, il a reçu enfin, je dis d'ailleurs, pourquoi ça aurait un lien? Il a reçu le prix de l'Atlantic Council pour, je cite: «Son approche économique innovatrice et son engagement en Ukraine». Voilà, il est récompensé par les Américains, principalement. Il a pas reçu Est-ce qu'il va recevoir un prix français? De qui? Comment? Voilà, voilà. Bon, on a terminé sur la France ou? Je pense qu'on a terminé. Pour une fois, on fait une émission un peu plus courte parce que les Je informations voulais sont peut-être plus rajouter légères. un petit truc avant de finir, parce qu'une fois qu'on a parlé de l'Europe de l'Est, on a oublié de dire que notre, ancienne amie Angela Merkel a déclaré dans un média hongrois, enfin a déclaré, en tout cas a rejeté, la responsabilité du conflit ukrainien sur la Pologne et les pays baltes, qui l'auraient empêché de négocier avec Poutine. Donc c'est un petit peu une déflagration dans le discours, dans le narratif, parce que, bah, Merkel, ça fait un petit peu longtemps qu'elle s'était pas exprimée, et qu'en tant qu'ancienne chancelière, c'est quand même, une déclaration intéressante. On voit quand même qu'on a des conflits qui fractionnent l'Europe en long et en large. Et Mais effectivement, même fractionne dans les pays et même dans les partis, je dirais. Les oui. générations d'avant, parce que quand même, à l'époque de Merkel, ça discutait encore avec la Russie, il y avait encore un espoir, en tout cas lui, Poutine avait encore un espoir de pouvoir éventuellement, donc voilà. Et puis, rappelons aussi rapidement les 2 motions de censure que subit la malheureuse Ursula von der Leyen pour son deal négocié avec Trump, et sur le fait qu'elle s'est engagée à augmenter les investissements de l'UE aux États-Unis de 600 milliards, surtout sur l'équipement militaire américain, et de dépenser 450 milliards de dollars dans l'énergie. Donc, et la deuxième motion de censure, c'est sur le Mercosur, le manque de transparence de la signature de ce contrat. Les SMS avec Macron ont disparu. Elle fait beaucoup disparaître ces SMS, cette présidente de l'Union européenne. Et là, alors l'argument qui a été, c'était un argument totalement sérieux qui a été invoqué pour la disparition des SMS, c'est que son téléphone allait imploser et prendre feu. C'est pas une blague, hein. Donc c'est peut-être aussi ce qui lui est arrivé au moment de tous ces SMS qui ont disparu, quand elle discutait avec le CEO de Pfizer. Et elle a accusé les Russes dans cette affaire. Je ne sais plus comment, de quoi, si c'est son téléphone qui a été hacké par les Russes, ou je ne sais quoi, ou si c'est parce que c'est des fake news. Ces motions de censure sont provoquées par les Russes. Je ne sais pas, c'est pas intéressant. Mais voilà, elle est un petit peu aussi en fragilité, on puisse dire. Oui, effectivement. Même si les motions de censure n'ont pas abouti, évidemment. Pour des raisons quand même pas invoquées, c'est pas. N'oubliez pas de partager pour soutenir notre développement en petite chaîne de petits créateurs. N'oubliez pas que nos Discord, nos réseaux sociaux sont actifs. Venez débattre, venez échanger de sujets sérieux. Nous saluons tous les esprits libres. Merci Flavie. Et à la Merci David. prochaine. Merci à Noah pour la technique.
Dans la dissociété des dysphories contemporaines, il faut garder son esprit critique, soutenir la zone libre, s'abonner à ses réseaux et partager. Dans la société des crises,